Bienvenue aux engagés publics. Cette année, aux engagés publics, on fait une rétrospective 2024 et ensuite, on va prendre la peine aussi de regarder ce que 2025 nous réserve. Pour faire ça, je suis en compagnie de toute la gang, tous les engagés publics que vous aimez, que vous appréciez. Et même Snoopy est avec nous ce soir. Donc, je sais que vous sortez d'un réveillon de Noël copieux. On va maintenant se tourner vers 2025, mais avant ça, on va faire un tour de 2024. Nous sommes engagés publics. Rétrospective 2024, on est avec toute l'équipe, comme je vous disais, je suis en compagnie, il y a moi, il y a Denis Martel, enchanté, je suis vraiment content d'être là à ce réveillon, juste un petit peu avant le jour de l'an. Je suis en compagnie de Benoît Tardy. Salut Benoît, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Je suis aussi en compagnie de Farnel Morissette. Salut Farnel. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Marie-Christine Lamontagne. Salut, salut. On est en compagnie de Ronnie. Salut Ronnie. Salut Tony. En compagnie aussi de Jérémy Lepage. Salut Jérémy. Bon matin les engagés publics. Et comme je disais aussi, on est en compagnie de Snoopy. Cette année, on a la Snoopy Cam pour venir agrémenter le tout. Donc, c'est ça. Merci. Vous avez compris le concept, tout le monde. Hein? On fait une rétrospective 2024. Puis après ça, je vais vous poser aussi une question à savoir qu'est-ce que vous avez dans votre lorgnette pour 2025. Donc, allons-y comme ça, tout simplement. Hein? On fait un tour de table. Chacun votre tour. Vous nous faites vous nous présentez ce qui a attiré votre attention en 2024. Vous nous faites une petite chronique sur ce sujet-là. Puis après ça, pour chacun des sujets, on va avoir une petite discussion. On va essayer de rapper tout ça, là, notre spécial 2024 en moins d'une heure. Donc, c'est assez ambitieux. Fait que je vous propose tout simplement que l'on commence maintenant. Et avec beaucoup de surprises, je vais commencer avec Jérémy Lepage. Puis comme j'avais commencé à dire, avec beaucoup de surprises, mais Jérémy, ce qui a retenu son attention cette année est au PQ. Jérémy, on t'écoute. Présente-nous un peu tout ce qui a retenu ton attention. Jérémy, si je ne me trompe pas, c'est toute l'actualité autour du Parti québécois. Oui, mais en fait, je te laisse nous le présenter. En réalité, non, Denis, c'est pas tout à fait ça. Ce qui a retenu mon attention, mais ça a un lien, évidemment, à ce que tu as dit, c'est à quel point je considère qu'en 2024, il y a vraiment eu un changement majeur entre la CAQ qui dominait dans les sondages et qui était bien installée au pouvoir et cette forme de désastre-là qui s'est passé dans les sondages avec la CAQ qui a vraiment littéralement chuté dans les sondages au profit du Parti québécois qui a gagné énormément de points dans les sondages. Cette année, il s'est passé plein de choses. Puis je veux juste comme vous présenter un peu ma réflexion par rapport à ça, de comment moi je la vis, comment je l'interprète, puis je veux que ça soit super interactif avec vous. Donc, dites-moi, vous, engagés publics, si vous êtes prêts à participer à cette petite réflexion collective. Ouais. Êtes-vous prêts? Ouais. On peut pas dire non quand même. Parfait. Je regardais sur... Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai mes effets sonores du jour de l'an. OK. Mais j'aime pas, Jérémy, vas-y. Puis excuse-moi, j'ai cru. J'étais quand même pas pire. J'étais quand même pas loin. Là. Non, oui, certainement. Je fais des petites blagues, Denis. C'est très, très correct. D'abord, moi, je pars du postulat, du postulat qu'au 3 octobre 2023, soit il y a 14 mois, si on regarde les sondages, les projections de vote, à ce moment-là, de QC 125, là, je me fie sur ça, on aurait pu aller ailleurs. On peut y aller, je pense, avec ça. À ce moment-là, la CAQ est à 34 % dans les sondages, ça va bien, puis le PQ est à 21 %. Déjà là, on se dit, le PQ a fait une remontée par rapport au score de 2022, je pense qu'il était de 9 ou 10 %. Puis là, 3 octobre 2023, ils sont à 21 %. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces alentours-là, selon vous, si vous avez une bonne mémoire, autour du 3 octobre, pour qu'à ce moment-là, élément déclencheur se produit et que la tendance s'inverse littéralement? Question ouverte, je vous écoute. OK, est-ce que vous vous souvenez? On va commencer avec Marie-Christine. Marie-Christine, est-ce que tu as un événement en particulier en tête qui pourrait, selon toi, expliquer un shift dans les tendances? Check, même avant que tu y ailles, Marie-Christine, juste pour te mettre en contexte, 14 mois plus tard, la CAQ est à 22 % dans les sondages et c'est le PQ qui est à 33 %. Autrement dit, c'est un peu comme si un remplaçait l'autre littéralement dans les sondages. Puis, c'est vraiment à cause d'éléments déclencheurs que c'est produit en début octobre 2023, donc voilà 14 mois. Et donc,
qu'est-ce qui s'est passé. OK, c'est une devinette, là. OK, je comprends. Ouais, mais ce qu'on va faire, on va faire le tour, puis après ça, on se prononcera pas tout de suite, puis tu nous révéleras ta réponse, Jay, par la suite. Comme ça, je pense que ton concept va fonctionner. Marie, on t'écoute. Selon toi, c'est quoi? Elle a commencé de remonter en 2023. C'est pas l'élection de Pascal Paradis. Peut-être que je me mélange les dates. Bon guess, on continue. Benoît, selon toi? J'ai aucune idée. Je vais dire Nordvolt. Nordvolt. Okay. Farnell, ton guess? Je plaide qu'on est à l'extérieur du 2024, alors je me suis pas préparé, mais octobre 2023, c'était Est-ce que c'était l'annonce? Non, c'est arrivé plus tard. Ça a été un des avances-reculs du troisième lien, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'était peut-être dans ces eaux-là. Alors moi, je devinerais que ça a en lien avec le troisième lien. Ronnie, à ton tour, dernière... Oui, je pensais comme Marie-Christine, je pense que c'est vraiment l'élection de Pascal Paradis. Pascal Paradis. Et toi, Denis? Oui, c'est ça. Il faut que je participe à ça. Moi, merci de me mettre en spot. Moi non plus, j'ai rien préparé. Moi, je dirais que le chiffre... Moi aussi, je dirais... c'est quoi? Je vais faire le mix, moi. Je vais faire le mix Pascal Paradis... changement au point de vue du troisième lien. Donc là, on t'écoute, Jérémy, arrête de nous faire languir. Qu'est-ce qui s'est passé? Parfait. Ben là, Denis, prépare-toi à faire le parce qu'on a deux gagnants. Il y a deux personnes ici. Qui ont eu la bonne réponse, c'est-à-dire le 2 octobre 2023, s'est produit l'élection partielle dans Jean Talon. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en parlait tous ici aux engagés publics, comme quoi on se demandait, avant l'élection, est-ce que ça va être comme dans Louis Hébert avec Geneviève Guilbeault, une forme d'élément déclencheur où la tendance va changer? On disait ça avant, on a dit ça après l'élection. Et là, 14 mois plus tard, ce qu'on observe dans les projections de vote, c'est que ça a eu lieu, cette forme d'inversion-là, parce que les projections se sont drastiquement opposées, changées à partir de ce 3 octobre-là et des autres projections qui ont été faites par QC125. Et ce qui s'est passé le 2 octobre, c'était ça. Moi, ce que j'observe par la suite, c'est que dans cette année 2024-là, mettons, on veut tous les énumérer ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année vraiment sous le thème de la CAQ? Moi, j'ai pris quelques petites affaires en note. Farnell a nommé un très bon point. C'est un peu après, quelques semaines après cette histoire-là, de Jean Talon que l'histoire du troisième lien est revenue. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, François Legault était comme capitale nationale, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, les gens ne nous ont pas fait confiance? Et on a manqué le bateau. Fait que là, ils ont reparlé du troisième lien énormément. Puis on a parlé beaucoup de ça, je pense, si je me souviens bien, en décembre puis en janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? La saga entourant les Kings puis les Bruins, d'argent public versé pour, même si c'était en absolu pas beaucoup d'argent, c'était dans un timing avec la grève des enseignants, je ne me trompe pas, qui était super mal placé. L'image du parti récemment de la CAQ qui endette le Québec au travers de toutes sortes de dépenses, toute la saga au travers de Nordvolt, si je le dis bien. Démission de Pierre Fitzgibbon. Là, récemment, Christian Dubé annonce qu'il ne va pas se représenter. Il y a eu des scandales au niveau de l'éthique. Ça, Marie-Christine en a parlé largement aux engagés publics. Bref, moi, j'ai dit des choses, vous pourriez en dire certainement d'autres. Et moi, je considère que l'année 2024, ça a vraiment été de la merde pour la CAQ. Puis, ça se reflète dans les sondages. Sans faire de mauvais jeu de mots. Je pense pas qu'ils ont que fait des mauvais coups. Je vais quand même pas être ici pour faire l'apologie des bons coups de la CAQ. Je pense pas que ce serait mon rôle, mais je pense que ça a vraiment été une mauvaise année pour la CAQ d'un point de vue général, on va dire. Puis vient un joueur qui se faufile au travers de ça, le Parti québécois, qui fait des bons et des mauvais coups. Puis ça fait qu'aujourd'hui, la tendance en 14 mois, c'est complètement changé. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que moi, j'avais drastiquement mal absorbé et accepté l'idée qu'en 2018, le Parti québécois pouvait à ce point-là se planter à l'élection. Puis je ne pouvais pas concevoir que ça puisse revenir comme un moment, un temps que j'allais observer, que j'allais vivre. Je ne pouvais pas concevoir que 8 ans plus tard, entre 2018 et 2026, que ça puisse être probable pour le Parti québécois de peut-être même envisager, ne serait-ce la possibilité, un retour au pouvoir. Moi, je ne pouvais pas envisager ça en 2018, puis aujourd'hui, c'est envisageable. Fait que moi, je trouve ça complètement sensationnel. C'est comme une forme d'expérience politique qui s'imprègne en moi, juste d'analyse, puis je trouve ça très, très beau. Fait que je voulais vous partager ça.
On va faire un tour de table à partir de tout ça. Jérémy, on va commencer avec Farnell. Farnell, est-ce que tu as trouvé à l'intérieur de l'analyse de Jay les points qui pourraient expliquer une chute aussi importante de la CAQ au courant de 2024? Je parle dans les sondages. Et tant qu'à être là, est-ce que tu penses qu'en 2025, il serait capable de renverser la vapeur? Moi, ce qui me vient toujours en tête quand on parle de ça, c'est deux choses. La première, c'est que les cycles électoraux, surtout quand on a des gouvernements majoritaires, comme c'est le cas maintenant, sont très prévisibles. La CAQ n'a aucune raison de s'inquiéter des sondages actuellement parce qu'ils savent qu'ils ont encore, grosso modo, 1 an et demi, 2 ans pour se rattraper. Ça ne veut pas dire que les sondages ne pèsent pas. On sait qu'il y a certainement des gens à l'intérieur de la CAQ qui n'ont peut-être pas tant confiance en la capacité de la CAQ de remonter, mais un sondage, les intentions de vote quand on est à 2 ans des élections, je pense pas que ça vaut grand-chose. Si on regarde justement, le fait que le PQ est capable de monter rapidement, ça veut dire que n'importe quel parti est potentiellement capable de le faire aussi, il reste en masse de temps. Mais l'autre chose que moi, je remarque, c'est les gens qui sont allés de la CAQ au PQ, je crois pas qu'il faudrait vraiment les voir comme des gens qui sont maintenant des partisans du PQ. Je pense que c'est des gens qui choisissent un peu par défaut, justement parce que la CAQ a dégringolé. Et c'est une dégringolade qui est en partie, je pense, l'usure du pouvoir, qui est en partie juste le fait que un gouvernement, il faut que ça gouverne, puis gouverner, des fois, ça veut dire des choses impopulaires. Où est-ce que ça va aller avec ça? Est-ce que ça va tenir? Je sais pas trop. Mais en tout cas, voir des gouvernements qui, pendant qu'ils gouvernent, surtout quand ils sont majoritaires, passent de 35% au moment de l'élection à mi-vingtaine, faible vingtaine, et qui remontent au moment de l'élection qui suit, c'est pas rare, c'est pas du jamais vu. Alors, bémol sur l'excitation, peut-être. OK, j'ai vu Benoît qui faisait la moue pendant que Farnell parlait. Benoît, je répète la question. Donc, est-ce que, selon toi, on a mis le doigt sur les points à la gang qui pourraient expliquer la chute dans les sondages? Et, selon toi, est-ce qu'un revirement un revirement de situation pour la CAQ est possible en 2025. Tout est possible. Je suis assez d'accord avec Farnell qu'un sondage, c'est un sondage, puis 2 ans avant l'élection, un sondage, ça vaut peut-être pas grand-chose. Mais mettons que c'est plus le fun d'être le PQ que la CAQ cette semaine. Hein? Mais après ça, est-ce que... Là où j'ai fait la moue, c'est quand Farnell a dit « Ouais, là, faudrait pas penser que les péquistes qui ont voté CAQ, qui sont revenus péquistes. » Moi, j'aurais tendance plutôt à penser qu'il faut pas penser que les péquistes qui ont voté CAQ sont des caquistes, mais c'est mon point de vue. OK, on continue notre tour. Marie-Christine, donc tu as compris la question. Hein? Quels sont les points, dans tout ce que tu as entendu, qui selon toi peuvent le point qui peut effectivement expliquer la chute de la CAQ en 2024 dans les intentions de vote, hein, je précise. Et aussi, si on tourne le regard vers 2025, est-ce que tu penses que c'est réchappable? Est-ce qu'ils peuvent virer la situation? Mais tu sais, quand la CAQ sont arrivés au pouvoir, là, il y avait des surplus budgétaires puis des surplus d'hydroélectricité. Là, maintenant, on a des déficits budgétaires puis il faut produire plus d'électricité. Fait quand même, on peut se questionner sur la bonne gestion de la CAQ parce qu'en ce moment, c'est pas fort. Fait que c'est sûr que le PQ profite d'un contexte d'usure du pouvoir, de manque d'alternatives. Il n'y a toujours pas de chef du Parti libéral. Mais il y a une réelle fenêtre d'opportunité pour le PQ, puis c'est ça que le PQ doit réaliser. Puis c'est pas juste une fenêtre d'opportunité pour prendre le pouvoir, c'est une fenêtre d'opportunité pour repartir le camp du oui. Puis moi, là, le petit message que j'aimerais passer à PSPP, c'est concentre-toi. Laisse donc faire le bruit. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit là, dans les dernières semaines et ce n'est pas à votre avantage. Vraiment, là, restez concentrés puis avancez parce que c'est comme ça qu'on va progresser. Mais c'est très fragile, là, l'avance du PQ en ce moment. Il faut que les ténors au PQ en aient conscience. Est-ce que tu penses que les distractions, tu parles qu'il s'est laissé distraire par le bruit, pourraient expliquer la toute petite chute qu'on a vue dans les derniers sondages en décembre? Oh oui, moi je pense que carrément, là, il y a du monde qui commence à s'ouvrir à PSPP parce qu'il faut nommer aussi que la marque de commerce de PSPP jusqu'à présent, c'était la nuance et la contribution intellectuelle au débat public. Et là avec ces sorties-là, moi, je trouve qu'il est en train de tuer sa marque de commerce.
Le PSPP leader, c'est le PSPP qui contribue, qui est nuancé, qui est calme, qui est posé. Tu parles de quoi, Marie-Christine, juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde? Ben, je parle de toutes les petites controverses, les charges sur le wokisme, le problème avec le militant qui apporte des nuances sur la question identitaire. Tout ça, là, c'est du bruit. C'est pas le fond de ce que le PQ veut construire, là. Il y a d'autres propositions qui sont intéressantes, qui sont mises de l'avant, qui vont faire avancer la société. Le reste, c'est du bruit. Puis ce bruit-là, ben, ça provoque un petit recul. Fait que s'il y a un acharnement dans cette voie-là, moi, je suis pas sûre que... Peut-être que le PQ va se rendre au pouvoir quand même, mais je pense que collectivement, on va être perdant parce qu'on a besoin en ce moment de rassembler pour un objectif qui est plus grand que toutes nous individuellement. Puis cet objectif-là, c'est de réactiver le camp du oui. Ronnie, dernier du premier tour de table, selon toi, est-ce que c'est réversible et est-ce qu'on a mis le doigt sur l'élément qui explique la chute de la CAQ dans les sondages? Je vais donner raison à un peu tout le monde. D'ailleurs, premièrement à Benoît à Farnell, en disant qu'on est à 2 ans des élections. Donc, tu sais, en ce moment, on n'a pas vraiment un portrait de la prochaine élection. On ne peut pas du tout dire ça. Ensuite, je vais donner raison à Benoît en disant qu'effectivement, je pense que les électeurs péquistes qui sont allés à la CAQ, d'après moi, ils n'ont jamais été caquistes. Puis on peut dire la même chose des libéraux, là. Effectivement, dans le sens que c'est vraiment la CAQ était une opportunité de gouverner, de mettre un peu de côté la question de la souveraineté versus le fédéralisme. Donc, on en a profité. Mais maintenant que ce bateau-là semble couler, ou du moins perdre de sa valeur. Il prend de l'eau. Il prend de l'eau, effectivement, c'est une bonne façon de le dire. Beaucoup vont commencer à voir, OK, je vais peut-être revenir à ce que j'ai fait cette expérience-là. Maintenant, où est-ce que je veux aller pour les 4 prochaines années? Et finalement, effectivement, Marie-Christine a raison que PSPP, avec le bruit, le noise, comme on dit, il s'égare. Parce que moi, sa sortie sur les woke, je l'ai trouvé absolument ridicule. C'est vraiment quelque chose qui n'était pas nécessaire, qui fait juste diviser la population, qui fait juste créer des camps. Et pour ce qui est de la CAQ, le problème vraiment en ce moment, c'est l'arrogance. C'est vraiment ça. C'est que on a l'impression, quand on entend un ministre de la CAQ ou François Legault parler, que moi, je le sais, vous ne le savez pas, c'est moi qui décide, on est majoritaire, c'est nous, on fait ce qu'on veut. Ils sont pas capables de reconnaître un peu leur tort, ils sont pas capables de mettre de l'eau dans leur vin. Puis, tu sais, par exemple, un gouvernement qui fait beaucoup preuve d'arrogance aussi, c'est le gouvernement libéral à Ottawa. Mais la différence, c'est que Trudeau, par exemple, on peut lui donner le crédit, a publié une vidéo récemment où il admettait qu'il y a possiblement des erreurs qui ont été faites en immigration et que maintenant, le gouvernement corrige le tir. Bon, je pense que c'est trop tard. Cette vidéo, il l'a peut-être fait un an trop tard. Il s'y est pris vraiment plus tard qu'il fallait. Mais au moins, on peut reconnaître cette capacité à dire on s'est trompé, on essaie de rectifier le tir. Chez Legault, on ne voit pas ça souvent. Legault, je ne l'ai jamais vu admettre qu'il avait fait une erreur. Et c'est vraiment ça qui est à son détriment. C'est sa capacité à penser qu'il sait plus que tout le monde sur tous les sujets. Je prends juste l'exemple des... Oui, vas-y, Denis. Ben, après l'élection de Pascal Paradis, il avait dit « Les gens sont fâchés ». Fait qu'il avait un peu admis une erreur. Là. Il avait admis à ce moment-là... mais je nuancerais, il blâmait les gens. Il admettait pas une erreur. Il disait c'est la faute des gens de ne pas comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est ça, Trudeau a fait la même chose après la perte dans Toronto-Saint Paul. A dit les gens ne saisissent pas l'importance des choix qu'on a. Puis, les démocrates ont fait ça aussi. Et Macron a fait ça en décembre aussi. Ça, c'est une chose que moi, qui ai fait des communications politiques au gouvernement, je détestais faire et que je faisais parce que c'est ce qu'on me demandait de faire. Commencer des phrases par « les Canadiens savent »,« les Canadiens veulent »,« les Canadiens ici ». Arrêtez de dire aux gens ce qu'ils veulent. Proposez des choses, faites des bonnes propositions, puis les gens vont embarquer. Arrêtez de dire « Ah, si tu votes pour l'autre gars, c'est la catastrophe. » Si tu vas juste donne tes propositions, puis si les propositions sont bonnes, les gens vont embarquer. C'est pas toujours de dire « Moi, je sais ce que tu veux, fait que vote pour moi. »
C'est ça. Ben, c'est parfait, merci Ronnie, puis je suis désolé de te couper comme ça, mais c'est parce qu'on ne réussit pas à faire le tour de toute notre rétrospective 2024 si je limite pas un peu les temps de parole. J'ai fait une blague tantôt, j'ai amené le sujet de Jérémy en disant, étonnamment, Jérémy va nous parler du Parti québécois, ben étonnamment, Farnell va nous parler du Parti libéral. Donc, Farnell... Ben, écoute, je vais dire la même chose que Jérémy. Non, mon but, c'est pas de parler du Parti libéral. Mon but, c'est de parler. Moi, ce que je vois sortir, en fait, c'est pas, je pense pas que c'est la nouvelle de l'année. Je veux dire, c'est quoi, là? C'est l'annonce de Marois Risky qui ne se représentera pas en 2026. C'est pas l'annonce elle-même tant que c'est ce que ça représente. Et pas parce que. Mon but, c'est pas de parler de Marois Risky en particulier, c'est de parler d'un changement de paradigme qui commence tranquillement. Puis ça n'a pas commencé en 2024, alors c'est pas juste cette année, ça fait peut-être 5-6 ans que ça commence, où on voit des députés individuels se bâtir un capital politique qui leur est propre et qui sont capables d'utiliser et de manier sans être obligés de le coller à leur parti. Des députés qui ont de plus en plus confiance à croire que ils sont capables d'attirer l'attention par eux-mêmes sans être obligés de dire les libéraux ou les conservateurs ou les démocrates disent que. On commence à voir cette façon de faire-là se développer au Québec. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que je pense que Marois Risky en est un très bon exemplaire. Elle n'est pas la seule. On pourrait dire, par exemple, Catherine Dorion était peut-être un peu dans ce même moule-là. On peut sortir d'autres exemples aussi, mais des députés qui, peut-être parce qu'ils ont la liberté d'action, peut-être aussi, je pense, parce qu'ils ont l'humilité de voir le rôle de législateur comme étant primordial, passant avant leur carrière politique. Ce pas des gens qui nécessairement vont devenir ministres en agissant de façon indépendante comme ça. Mais je trouve que la sortie de respect et les éloges que Marois Risky a reçus quand elle a annoncé 2 ans à l'avance qu'elle n'allait pas se représenter, ça démontre qu'il y a une fin tant chez les électeurs que politique. Transpartisan, oui, pour des députés qui se bâtissent et qui manient le capital politique qui leur revient par les principes démocratiques individuellement, sans être obligés de toujours être collés au bureau du chef, au parti politique. On aime beaucoup Marois Risky aux engagés publics. Je pense que le tour de table va le démontrer. Je lisais les notes, même Benoît est en train d'hocher la tête. Mais je vais commencer avec Marie-Christine. Marie, selon toi, est-ce que Marois Risky a sa place dans une rétrospective 2024? Ah, ben 100%. Hein. Marois Risky, moi, personnellement, elle a tout mon respect. C'est un modèle politique féminin pour lequel je pense que les jeunes filles qui veulent faire de la politique doivent s'inspirer. Elle a beaucoup de compétences, puis elle a su justement s'éloigner des lignes de parti libéral pour faire avancer certains points, comme le démontrait Farnell. Mais encore, tu sais, moi, ce que je remarque là, pour Marois Risky, c'est que c'est une femme qui est formée en fiscalité, mais on l'a très peu entendu parler de fiscalité. Enfin, je pense qu'elle a encore beaucoup plus à apporter comme valeur ajoutée à la table démocratique. Mais bon, c'est sûr qu'elle ne peut pas totalement s'éloigner des lignes de parti du PLQ. Donc, moi, ma question là, de cette démission-là, c'est peut-être la ligne de parti, elle est trop ferme de nos jours. Tu sais, y a-t-il quelque chose à repenser pour justement laisser aux députés comme Marois Risky apporter leur valeur ajoutée parce qu'on en gagne tous au final? Là? Ronnie, est-ce qu'au Parti libéral, ça va être possible, selon toi, de pouvoir avoir dérogé un peu de la ligne de parti en 2025? En ce moment, le parti est en redéfinition parce qu'on choisit un chef. Donc, ça va être au prochain chef et au caucus de déterminer comment ils veulent procéder. Mais je pense que oui, parce que on veut pas tomber dans l'extrême de Québec solidaire, par exemple, qui a de la misère à se positionner sur des enjeux comme ce qui est arrivé avec Aaron Boisy, où est-ce qu'on n'arrivait pas... c'est l'exemple parfait de quand t'es pris avec une certaine position, tu ne peux pas en déroger, c'est Québec solidaire parce qu'on n'arrivait pas à s'exprimer. Les députés n'arrivaient pas à s'exprimer librement sur ce qu'ils pensaient de ce qui s'est passé avec Aaron Boisy. Donc, le Parti libéral a définitivement une opportunité à saisir en nommant un nouveau chef. J'aimerais essayer de dire un ou une nouvelle chef, mais malheureusement, il n'y a pas de femme candidate, donc je vais dire un nouveau chef, parce que ça va être un homme. Donc, ils ont définitivement une opportunité de redéfinir comment ils veulent gérer leur caucus, mais c'est important quand même de maintenir une certaine cohésion
Donc, il y a comme une balance à avoir. Benoît, Marois Risky, je sais que tu as des accointances un peu plus péquistes, mais je pense qu'il y a un profond respect. Hein? Ben, c'est sûr. Regarde, moi, ça me fait de la peine qu'elle s'en aille comme à peu près tout le monde parce que moi, j'aurais aimé ça que ce soit elle, le futur du Parti libéral du Québec. Là, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça qu'il s'incarne pour par le Québec. J'aurais aimé ça que ça s'incarne par Marois Risky. Tu sais, j'ai rien contre Pablo Rodriguez, là, qui est un monsieur tout à fait très bien par ailleurs, à ce qu'on me dit. Mais, tu sais, le futur, c'est Pablo Rodriguez. C'est ça qui m'agace, là. Tu sais, je veux dire, il est probablement bien fin, là. Mais j'aurais aimé ça plus que ce soit Marois Risky, le futur du PLQ, que Pablo Rodriguez. Moi, je trouve ça intéressant comme point, si je peux me permettre cet aspect-là, parce que on peut regarder l'aspect par nos accointances, par nos préférences, par nos valeurs, mais il reste une chose, ben justement, reprenons-le par les valeurs, il reste une chose, c'est que pour le bien du Québec, comme nation, comme collectivité, on a besoin de des Marois Risky. Peu importe dans quel parti ils sont. Parce qu'on la voit toute pas vraiment comme une libérale. C'est pour ça que tu dis ça, Denis. Moi, je ne l'ai jamais super senti libéral, cette personne-là. Non, je sais que c'est gratuit, là. Je sais que c'est gratuit, mais moi, j'écoutais une entrevue avec Marois Risky. J'écoutais une entrevue de Marois Risky avec Benoît Dutrisac il y a longtemps, avec ma grand-mère. Puis ma grand-mère, qui est vraiment pas libérale, elle me dit, elle, je l'aime. Elle, je voterais pour elle. Tu vois, même ma grand-mère se disait ça de Marois Risky, juste de par son background, qui est allé, je pense, étudier. Je sais pas si, Farnell, tu me corrigeras, peut-être à New York, en fiscalité. Elle a une super belle histoire. En Floride, oui. En Floride. Elle a des bons skills de communication. Elle est très humble dans sa manière de faire la politique. Puis comme tout le monde a dit, elle le fait en fonction de ses valeurs. Elle a du courage aussi. Fait que, tu sais, moi, j'ai un côté un peu comme Benoît. Ça aurait été bon pour le Québec de l'avoir encore à titre de législatrice, peut-être même comme première ministre, mais à quel point elle se le ferait avaler par la grosse machine politique, puis que ça la dénaturerait, puis que peut-être qu'elle rentrerait plus d'un moule, puis qu'on perdrait la vraie Marois Risky. Puis peut-être qu'elle, elle le sait, ça, que tu es un peu obligé, puis forcé de rentrer dans ce cadre très, très précis-là, quand tu rentres là où il y a vraiment du pouvoir, ministre, première ministre, puis qu'elle préfère justement pas s'y embarquer plus que ça, et de s'en sortir, puis faire comme, moi, j'ai fait mon travail, j'ai testé, je me suis mouillé un peu, puis comme, là, il y avait des enjeux familiaux, puis blablabla, puis d'en sortir. Fait que moi, je suis bref, je l'ai jamais super senti libéral, mais je l'adore comme individu, comme tout le monde, Marois Risky. Vous irez écouter l'entrevue qu'on a, c'est sur nos plateformes, évidemment, vous allez la retrouver sur YouTube facilement, avec Marois Risky, qui nous avait parlé de fiscalité, hein, puis qui avait fait preuve dans l'entrevue d'un courage certain. Écoute, des propos que moi, j'entends nulle part, au point de vue, par exemple, des paradis fiscaux et ainsi de suite, là, c'est rare qu'on entend un politicien qui a le courage de se prononcer sur ces aspects-là. Donc, Marois Risky, vous allez nous manquer. Farnell, pour faire clore ton sujet, si tu regardes l'avenir, puis là, c'est pas juste pour 2025, est-ce que tu penses que c'est possible de commencer à faire un peu plus de place à une divergence au sein même d'un parti? Parce que, comme l'exemple a été donné à Québec solidaire dernièrement, puis on a vu quelqu'un qui s'est fait, pas certain qu'il l'a avalé sereinement, là, la bouchée. Ben, je vais commencer par reprendre quelque chose qui a été dit par d'autres personnes, qu'on aime beaucoup Marois Risky, puis on la voyait comme première ministre, on a besoin de plus de Marois Risky. Moi, je répondrais à ça, on a besoin de plus de Marois Risky comme député. On a besoin de députés qui sont capables de jouer leur rôle de député, puis qui sont pas là à aspirer à devenir ministre et premier ministre et qui vont tenir la ligne de parti en espérant que ça va leur mener à ça. Est-ce qu'on va en voir plus en 2025? Je crois que oui. Je crois que oui parce que c'est une tendance qui grandit pas juste depuis 2024, depuis longtemps, à mesure qu'il y a de plus en plus de députés individuels qui allument, qui réalisent qu'ils sont capables de se bâtir leur propre capital politique, qu'ils ont quand même un gros pouvoir garanti par l'essence de nos institutions démocratiques, que s'ils sont capables d'accepter leur rôle important de législateur et de le respecter comme une fin en soi, le plus il y a des députés qui vont être capables de faire ça, le plus ça va commencer à jouer du coude contre la ligne du parti et on va en avoir plus des gens comme Marois Risky en politique. Je pense que c'est une très bonne chose. OK, on va aller maintenant. Ça va vite, ça va très vite. On va aller maintenant vers notre prochain sujet. On se tourne vers toi, Marie-Christine. Évidemment, c'est le sujet. On fait une rétrospective 2024. Je pense qu'on n'en sort pas. Tu vas nous parler de politique américaine et de la réélection. Peux-tu dire réélection dans ce cas-là quand il y a eu un saut? Peu importe. 47e président des États-Unis. On t'écoute, Marie.
Ben oui, moi, mon sujet de 2024, c'est incontournable. C'est le Téléthon américain de toute la saga électorale qu'il y a eu. Vraiment, c'était divertissant, là, des rebondissements épisode après épisode. La saison 2024 était quelque chose quand même. Écoutez, Avec des ça mérite. exclus. Oui, exactement. Là, il y a eu des exclus mis au balotage qui finalement a été tassé. On refait un tour rapide. Justement, il y a eu le débat Trump-Biden qui a été l'élément déclencheur où là, des questions de plus en plus fortes se sont mises à se poser sur la santé cognitive de Biden. Est-ce qu'il était encore apte à la charge de président, qui est quand même une charge exigeante? Ça a été long avant qu'il démissionne. Là. Il y a eu beaucoup de pression autour de lui pour que finalement, à force que des appels à sa démission, à ce qu'il s'en aille, en fait, parce qu'il n'a pas démissionné, il a juste annoncé qu'il ne se représentait pas, finalement, puisse permettre à Kamala Harris de prendre la suite. Il n'y a pas eu vraiment de course à l'investiture. Elle a pas mal été couronnée. Ça s'est fait assez rapidement, sans débat. Et là, pendant un moment, les commentateurs, les observateurs de la scène américaine ont cru qu'il y avait une effervescence. Il y avait effectivement une effervescence dans le camp démocrate. On pensait que c'était possible, qu'on allait foncer, qu'il y avait quelque chose d'intéressant. La campagne s'est faite. Les sondages annonçaient que ça allait être serré. Finalement, le soir de l'élection, on a plutôt eu l'impression que Donald Trump avait remporté solide toute la présidence, le vote populaire, le Sénat, la Chambre des représentants. Et finalement, une fois que tout le comptage et les dépouillements ont été faits, plusieurs jours après, effectivement, Donald Trump a tout remporté, mais c'est beaucoup plus serré que ce que ça avait été annoncé. À titre d'exemple, au vote populaire, Kamala Harris a eu à peu près 75 millions de votes. Donald Trump en a eu à peu près 77 millions. Au Sénat, on parle de 47 démocrates, une perte de 4, puis de 53 républicains, donc un gain de 4. La Chambre des représentants, les démocrates ont gagné un siège à 215, puis les républicains en ont perdu un. Donc, le portrait est beaucoup plus serré qu'on l'a pensé. Mais l'opinion publique, j'ai l'impression, c'est un peu cristallisé Ouais. avec l'impression que Trump avait défoncé toutes les portes au il y a début. aussi tout ce que on a l'impression aussi que Walz n'a pas vraiment fait la job, n'a pas eu l'impact qu'on pensait qu'elle allait avoir dans un endroit où c'était majeur. Là, on avait besoin d'un impact important. Mais effectivement, on peut se poser la question. On peut se poser la question, est-ce que les thèmes de campagne étaient les bons? Bernie Sanders avait fait une sortie là, après le résultat électoral en disant que les démocrates avaient abandonné la classe ouvrière pour des sujets certes importants, mais qui mettent pas nécessairement de la nourriture dans les assiettes des gens. Là, on est fin décembre, on a vu quelques actions de Donald Trump. Souvent, il a l'air cool. On dit, il est partout. Tout le monde veut se faire photographier avec, en commençant par le premier ministre du Canada. On dirait qu'il y a un espoir d'une certaine, je sais pas, qu'il ait changé un peu, qu'il soit plus cool, qu'il ait plus une stature d'homme d'État. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir pour 2025, Marie? Ben, moi, je pense qu'il est encore trop tôt. Là. Il n'est pas encore au pouvoir. Il faut rappeler que c'est encore cool. Joe Biden qui est le président des États-Unis jusqu'en janvier. En ce moment, Donald Trump place ses pions. Il a nommé plusieurs personnes au cabinet du ministre. On sait que ça s'en va vers là. Il est cool parce qu'il a gagné. Il n'y aura pas vraiment de place devant lui. Il contrôle le Sénat, il contrôle la Chambre des représentants. Puis la Cour suprême est majoritairement conservatrice en ce moment. Il y a certains observateurs qui disent que le seul obstacle à Donald Trump, ben, c'est le marché boursier. C'est Wall Street. Notamment pour les tarifs douaniers, qu'à un moment donné, si ça fait trop mal aux États-Unis, il n'y aura pas le choix de reculer. Donc, c'est sûr qu'avec si peu de contre-pouvoir, on peut être cool si on est à sa place. On se promène relax. Benoît, je sais que tu as habité à New York. Ouais, c'est exagéré de dire ça, là, mais ouais. J'ai eu des contacts avec des Américains. Ouais. Puis, comment tu le vois, toi, ça? Donc, Donald Trump, on va avoir droit à un homme d'État respectable?
C'était pas ça que j'avais dans les notes, mais oui, je sais pas. J'espère que oui, mais disons que j'ai un optimisme modéré de ce côté-là. Parlons de tes notes alors. Ouais, ben c'est ça. Moi, je comprends. Moi, je peux facilement comprendre pourquoi les démocrates en ont eu un peu rôle-pompon des politiques démocrates, qui sont pas les politiques principales, mais c'était quand même celle-là qui ressortait tout le temps. Fait que je peux comprendre ça. Où j'ai plus de difficultés, c'est je suis pas certain que c'est Donald Trump la solution. Puis j'ai vraiment peur, je parlais du Venezuela, j'ai vraiment peur qu'aux États-Unis, on fasse comme ils ont fait au Venezuela, comme Chavez a fait. C'est que là, la loyauté, c'est plus important que la compétence. Fait que là, tu vas te retrouver avec un paquet de sans dessin en charge d'affaires qui sont absolument pas capables de gérer. J'espère me tromper. J'espère vraiment me tromper, mais ça regarde mal. Là. Puis, tu sais, là, on est vraiment, on l'a vu, là, le gars, il a dit, on va mettre 25% de tarifs. C'est du bullying, ça, là, pour dire. Puis, tout le monde est parti. Ah, là, M. Trump, blablabla. Le gars devait jubiler, là. Écoute, c'est un bully, il bully, puis le monde accroche, ils mordent, ils vont le voir, ils disent non, non, man, hey, là, tranquille. Tu sais, toute la philosophie, là, might makes right, là. Moi, je trouve ça épouvantable qu'on soit rendu là. Mais habituellement, ça finit assez mal pour tout le monde, ça. Pour citer Jean-Martin Hossan, là, 1789, ça avait été une assez mauvaise année pour le 1% des Français. Ouais. C'est une thématique que Farnell aime beaucoup, ça. D'ailleurs, il fait souvent des jeux de mots avec la guillotine. Farnell, est-ce que ça regarde mal pour le 2025? Je vais aller peut-être un peu à contresens parce que contresens dans le sens que je crois pas que c'est exact de dire que Trump s'est entouré de loyalistes, point barre. Elon Musk, Robert Kennedy, Vivek Ramaswamy, d'autres personnes qui sont des personnalités très, très fortes, qui ne sont pas des gens qui ont nécessairement les intérêts complètement et totalement alignés à M. Trump et qui sont pleinement capables d'exercer eux-mêmes leur propre volonté, se sont ralliés à l'espèce de coalition d'espèce de néo-industrialistes de Trump. Tu sais, j'ai l'impression que, bon, ben là-dessus, je suis quand même d'accord, j'ai l'impression que les électeurs aux États-Unis ont rejeté un espèce d'élite financière de quelques milliers de gérants de la bourse pour la remplacer par quelques dizaines d'industrialistes qui se sont ralliés à Trump. Mais à quel point cette coalition-là va tenir? Moi, je pense que ça va vraiment être ça la question qu'il va y avoir pour 2025. Présentement, comme Marie-Christine le dit, c'est sûr qu'il n'est pas encore président, alors il fait pas face à de l'opposition. Il n'y a personne encore qui lui a dit non parce qu'il n'est pas en position de donner des ordres encore. Peut-être là qu'il va Mais quand ça va commencer, quand soudainement, là, il va y avoir des tensions avec la Chine, puis Elon Musk va voir ses importations de Tesla être en jeu, est-ce qu'il va encore être dans le clan Trump? Quand Robert Kennedy va se faire appeler à voir s'il est favorable ou non à l'exploitation pétrolière proposée par le clan Trump, quand on sait que M. Kennedy n'est pas favorable à ça, est-ce qu'il va encore être prêt à se rallier à Trump au nom de son alliance de convenance qu'il a créée? Je pense que ça va être les premières grandes questions qu'on va voir en 2025 et j'ai l'impression que ça va être encore très turbulent. On ne va pas voir Donald Trump aussi cool que ça quand ça va commencer à brasser. Quand il va se faire contredire. Ben, tu voulais préciser un truc, tu disais que c'était pas tout à fait... C'est ça, c'est sûr que Marco Rubio, il est capable de faire 2-3 affaires, là, mais il y a vraiment un pledge d'allégeance là, qui tu sais, là, il bend the knee, là, tout le monde. Là. Puis si tu bennes pas the knee, là, tu l'auras pas, la job. Là. Plus qu'avec les autres. C'est sûr qu'à un moment donné, tu t'entoures tout le temps des gens avec qui tu as le plus d'acquaintances. Là. Ça, c'est normal jusqu'à un certain point. Mais j'ai hâte de voir. Moi, je vais pas... je vais pas l'haïr à l'avance, mais j'ai mon optimisme et je dirais modéré. Jérémy, as-tu un truc à nous amener par rapport à ça? Ton point de vue? Ouais, 3 petites choses. Un, depuis que Trump est au pouvoir, moi, mes investissements boursiers ont explosé, comme tous ceux qui ont de l'argent en bourse. Fait que ça, je suis content. Tes cryptos? Non, j'ai pas de crypto, mais je regrette. J'aurais dû mettre juste toi qui en as donné des cryptos. Ouais, mais en tout cas, parle-moi pas là-dessus. On a tous vu passer l'espèce d'image où Donald Trump, je ne sais pas si c'était fait par l'intelligence artificielle. Dans les notes, Marie-Christine, c'est l'image que tu as mis avec Trump, avec le drapeau du Canada, les montagnes, comme si c'était un futur conquéreur. Puis comme moi, je trouve tellement que c'est une humiliation pure pour Justin Trudeau que
que d'être Justin Trudeau puis se faire dire par son voisin d'en bas, hey, ça se peut, on va si j'ai envie, man, je t'annexe, puis de lui, de savoir qu'il ne peut rien faire parce qu'il n'a pas le pouvoir géopolitique et économique pour faire ça, puis il doit rien faire, puis qu'en plus, dans les sondages, Justin Trudeau, c'est pas son meilleur temps à vie. Fait que c'est super une humiliation, je trouve, pour le Canada puis pour Justin Trudeau que de se faire dire par quelqu'un « Hey man, si tu veux, ton pays, ça va devenir juste un autre état du mien. » Puis comme, t'auras genre aucun pouvoir là-dessus. Je trouve que c'est une humiliation pure. Ben, il est même allé dîner, souper avec tout de suite après. Ouais, ou non, le lendemain. Cette image-là était sortie le lendemain du souper où il était plutôt satisfait de se faire photographier. Le Canada peut juste se plier à ces formes de demandes-là. Tu sais, je sais pas, mais peut-être que Trump il disait 25% de tarifs douaniers. Peut-être que Justin Trudeau peut-être que ce sera pas vrai. Peut-être que si c'est vrai, Justin Trudeau va essayer de baisser ça à 15-10%. Puis il fait comme le beau chien, puis tout un peu piteux. Puis comme la réaction, c'est fou. La réaction de Poilievre suite à cette photo-là, hein, ça a été épidermique. Il a trippé. Il voulait pas que ça aille bien, que Justin ait l'air en bon terme avec... Non, mais lui, ça t'as pas pour l'humiliation. On dirait qu'il l'a pris personnel, que ce soit pas lui qui soit sa photo, on dirait. Mais les économistes, là, moi, je suis pas économiste, là, mais 25% de tarif, là, c'est une moque. Je veux dire, c'est bon pour personne, ça. Sans blague. C'est du bluff, là. Personne ne pense qu'il va vraiment mettre ça. Là. Continue, Marie, t'as qu'à faire. Vas-y. Non, mais c'est du bluff. Mais moi, ce que je voudrais faire, c'est rebondir sur Jérémy. Parce que j'ai un fun fact, un petit fait divers à vous dire. Tu sais, l'idée d'annexer le Canada aux États-Unis, c'est pas nouveau. Hein? Il y a eu plusieurs tentatives. D'ailleurs, Le Devoir a fait un portrait sur ça. Je conseille à tous d'aller voir. Moi, ce que je veux vous dire, c'est saviez-vous que Papineau a déjà considéré l'annexion du Québec aux États-Unis? En fait, il était même un des plus grands défenseurs de ça. Il l'a été jusqu'à sa mort, selon l'historien Jonathan Livernois. Ça s'explique que Papineau, c'est le leader des Patriotes, qui réclamait notamment le gouvernement responsable dans le cas de la crise des suicides. On l'aurait, notre République. Exactement. Lui, ce qu'il disait, c'est au moins aux États-Unis, c'est démocratique. Bon, peut-être qu'il n'aimerait pas comment les États-Unis ont évolué, mais à l'époque, c'était un grand défenseur de l'annexion. Ouais, mais c'était pas la même réalité non plus, mais oui. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment très, très nice fun fact. Ouais. Et ouais. Ronnie, on va terminer le tour de table sur ce sujet avec toi. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire? Ben, déjà, le fait d'être allé à Mar-a-Lago a été un très bon coup du gouvernement Trudeau. Selon moi, je pense que ça a surpris beaucoup de gens, puis ils ont réagi assez vite. Mais le problème, ce que je veux dénoncer, c'est un peu la division à l'intérieur de la Fédération canadienne où est-ce qu'on voit différents premiers ministres provinciaux qui vont sur la place publique et qui disent « ça nous prend un plan », Danielle Smith dit quelque chose, François Legault dit quelque chose d'autre, Doug Ford dit quelque chose d'autre. On n'a pas l'air d'un gouvernement assez uni. Il faut faire ce front commun-là. Et c'est plate à dire pour ceux qui ne l'aiment pas, mais Justin Trudeau, en ce moment, est le premier ministre du Canada. Donc, les gens, on a tous... Il faut se rallier derrière le premier ministre actuel pour montrer une image forte aux États-Unis, parce que sinon, on a l'air d'un pays divisé, sinon, on a l'air d'un pays qui ne s'unit pas. Et éventuellement, il y aura des élections et Pierre Poilievre pourra rentrer en poste et nous dire, lui, qu'est-ce qu'il va faire et comment il va gérer cette situation incroyable. Parce que comme Jérémy a dit, effectivement, c'est difficile pour le Canada de faire quoi que ce soit. Oui, les tarifs vont faire mal autant aux États-Unis qu'au Canada. Le problème, dans le sens que la population américaine va payer plus cher les biens qui viennent du Canada. Le problème, c'est que dans l'esprit de Trump, dans l'esprit des Américains, on va faire plus mal au Canada et il y a quelque chose à rectifier. Chrystia Freeland va déposer une mise à jour, une mise à jour économique. Et on voit qu'il y a un déficit qui augmente. Donc, on va mettre encore plus d'argent au niveau de la frontière pour satisfaire Trump. Donc, le gouvernement Trudeau est dans une position vraiment pas enviable. Et tant que Trudeau est encore au pouvoir, il faut que les premiers ministres provinciaux travaillent avec le gouvernement Trudeau et s'allient avec eux plutôt que de se diviser, plutôt que faire comme Danielle Smith, François Legault. C'est drôle ça, ce que tu dis. C'est qui donc qui
Je pense que c'est Farnell qui disait dans un épisode des Engagés publics que les crises renforcent toujours le fédéralisme. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça à quoi je pense en t'écoutant, Ronnie, avec l'appel que tu fais. Ronnie, pendant qu'on est avec toi, je vais t'inviter à poursuivre avec ton sujet. Écoute, tes parents sont syriens. T'es d'origine syrienne, mais là, ça, je connais pas tout ton... Es-tu né en Syrie ou tu... Non. OK, t'es québécois. Mais tes parents sont d'origine syrienne, donc en 2024, il y a un sujet qui t'a touché très fortement, puis qui est très récent de ce mois-ci. Ben, c'est la surprise de décembre à laquelle on ne s'attendait pas. Là. C'est vraiment Vas-y, on t'écoute. Le 8 décembre. Donc, le gouvernement de Bachar al-Assad est tombé. Chose que je ne croyais pas voir. Peut-être de mon vivant, je pensais que ça pouvait arriver, mais disons, mes parents ont 68 ans, je ne pensais pas que ça allait arriver de leur vivant. Je pensais que, on en parlerait encore plusieurs années. Donc, un petit peu de contexte. Je m'excuse. J'aimerais ça avoir le point de vue familial. T'as sûrement eu l'occasion d'en parler avec tes parents depuis. Ça a été quoi la réaction de tes parents? Ben c'est pas mal la réaction de la population syrienne est pas mal divisée dans le sens qu'on est content, mais on a peur en même temps. On ne sait pas ce qui s'en vient. On prend des précautions, on reste dubitatif parce qu'il faut comprendre que le régime Assad, ça fait plus de 50 ans qui dure en Syrie. Ça fait depuis 70. Et cette chute-là, c'est arrivé tellement rapidement en 12 jours. Et désolé, Denis, je vais donner un petit peu de contexte. Je pense que c'est vraiment Vas-y. Donc, alors, le père Hafez était là de 70 à 2000 et Bachar de 2000 à 2024. C'est le parti Baas, c'est un parti qui est en principe séculier et nationaliste, mais c'est pas ça qu'on a vu. En fait, la famille Assad vient d'une branche alawite, donc qui est une branche un peu éloignée du chiisme. Et pendant leur règne, c'est vraiment cette branche de l'islam qui dominait, alors que les Kurdes et les chrétiens avaient un petit peu moins de droits. Et Assad, après la mort de son père et après la guerre civile, surtout en 2011, était soutenu par 3 acteurs. La Russie, l'Iran, le Hezbollah. Qui sont tous en perte d'influence en ce moment. Hein? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Effectivement, la Russie est prise avec l'Ukraine, l'Iran est prise avec Israël et le Hezbollah, pareil. Donc, quand les forces armées rebelles, et ça, il faut expliquer qui ils sont, Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS en français, l'Organisation de libération du Levant, un groupe qui était basé dans la ville d'Idlib au nord de la Syrie, mené par Abu Mohammed al-Julani, qui est un ex du front al-Nusra, donc un front qui est affilié à Al-Qaïda, mais qui a depuis renoncé son affiliation à Al-Qaïda, ou du moins c'est ce qu'il dit, renoncé son affiliation au djihadisme et a mené une offensive du 27 novembre au 8 décembre. On a capturé la capitale Damas en 12 jours. C'est vraiment, personne n'avait vu ça venir. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Julani menait déjà un petit gouvernement à Idlib, où est-ce que, oui, c'était un peu plus libre dans le sens qu'on permettait la pratique des autres religions, mais il emprisonnait quand même ses opposants politiques. Il y avait de la persécution des journalistes et il y avait des violations de droits humains. Il y avait même des prisons dans lesquelles on torturait, on emprisonnait les gens. Et là, maintenant, le peuple syrien ne sait pas à quoi s'attendre. Parce que si Julani disait la vérité, s'il dit, effectivement, je vais mener quelque chose de plus inclusif, plus ouvert, ben, on peut s'attendre à une Syrie plus ouverte où les minorités vont avoir plus de droits, où on ne va pas persécuter les gens de pratiquer une autre religion. Mais selon moi, une démocratie, c'est vraiment trop optimiste. On ne se rendra pas à un pays complètement démocratique parce que ça reste un gouvernement islamiste basé sur la doctrine islamiste. Donc, d'après moi, une vraie république démocratique avec des élections libres et démocratiques, on est loin de là, puis je ne pense pas que c'est vers ça qu'on s'en va. Est-ce qu'autour de la table, vous avez eu l'occasion de lire sur le sujet, voir ça passer? Avez-vous des questions ou sinon des commentaires sur cette surprise-là qui est arrivée comme ça en fin d'année? Commençons avec, est-ce quelqu'un qui a le goût de lever le doigt avant que je pèse sur mon piton? Jérémy, on t'écoute. Ouais, j'écoute Ronnie, puis comme je réalise à quel point je connais vraiment pas cet enjeu-là, mais ça m'intéresse beaucoup, genre. Tout cet enjeu-là, tu vois, comme je savais même pas que c'était un gouvernement qui durait depuis 50 ans, genre, ça fait pas partie de... Genre, ça m'intéresse quand il parle, genre, j'aimerais en savoir plus, mais je me sens... Je sais pas, si je dis ça, c'est parce que j'assume qu'il y a d'autres gens qui nous écoutent en ce moment qui se disent un peu la même chose. C'est super intéressant, ça a l'air big, ça touche la vie de ben des gens, mais comme, je me sens tellement tout nu, genre, en termes de connaissances par rapport à ça.
Puis ça change la game dans le monde en termes de, tu sais, je sais pas, mais c'est un gros événement mondial qu'un gouvernement de 50 ans tombe au travers, je sais pas quoi, genre, fait, j'ai pas de questions à proprement parler, Denis, malheureusement, mais je trouve ça très intéressant, puis il va falloir qu'on parle, toi puis moi, René, parce que j'ai beaucoup à apprendre sur ce sujet. Marie, je vois hocher la tête, avais-tu des... Oui, ben écoute, moi, je pense qu'il y a un certain réalignement des forces, là, pas toujours pour le mieux, mais d'un point de vue international, hein, il y a beaucoup d'instabilité. Je souhaite sincèrement que ce soit pour le mieux pour la série. Bon, Ronnie semble dire que ça ira pas vers une démocratie. C'est quand même ce que j'aurais souhaité pour eux. Mais au moins, j'espère que ça va être une amélioration parce qu'il n'y a rien de pire que de remplacer un tyran par un autre tyran. Fait que je souhaite que ça soit pas ça. Farnell, c'est un sujet sur lequel tu as eu l'occasion de te renseigner, de lire un peu. Moi, je prends un petit pas de recul, puis on est quand même en récapitulatif, mot difficile de fin d'année. J'ai l'impression qu'un jour, probablement de mon vivant, peut-être dans pas si longtemps que ça, on va parler de l'année 2024 comme étant le début de quelque chose, je ne sais pas si on va appeler ça une deuxième guerre froide, une troisième guerre mondiale, une espèce de guerre généralisée de proxy à travers le monde, mais ce qui se passe en Syrie maintenant, c'est pas juste quelque chose qui se comprend seulement dans le contexte de la Syrie. Comme Ronnie l'amène très bien, c'est quelque chose qui se comprend dans le contexte de la Russie, qui se comprend dans le contexte de l'Iran, qui se comprend dans le contexte de l'Hezbollah, qui se comprend dans le contexte du BRICS, qui se comprend dans le contexte du prix du pétrole, qui se comprend dans plein d'autres contextes. Et il y a présentement un réalignement, pas juste, je pense, des alliances, mais un réalignement de la façon qu'on conçoit de ce qui est permissible et ce qui n'est pas permissible dans l'ordre mondial qui est en train de se passer. Puis je pense que en 12 jours, un gouvernement de 50 ans qui perd son pouvoir en 12 jours, ça, c'est un gros domino qui tombe, mais c'est pas le premier, ça va pas être le dernier. Et éventuellement, quand il va y avoir des historiens qui vont avoir l'avantage de pouvoir regarder ça avec du recul, ils vont être capables de construire une narrative qui va nous faire réaliser dans 10 ans, dans 15 ans, ben oui, comment ça qu'on n'était pas capable de voir qu'on était dans un contexte mondial de guerre déjà en 2024 et on le comprenait pas parce qu'on était tellement habitué de voir les guerres comme on comprend la Deuxième Guerre mondiale, comme on comprenait la guerre froide, mais on est dans un nouveau genre de contexte mondial de guerre présentement et ce qui se passe dans la série, je pense que ça devient indéniable pouvoir le regarder et être obligé de l'admettre. Merci beaucoup, Farnell, pour le pas de recul. Benoît, voulais-tu ajouter un truc sur ça? J'ai pas grand-chose à ajouter, à part que, comme Jay, moi, je vois pas comment je pourrais amener quelque chose d'intelligent, mais tu sais, c'est les périodes d'instabilité, là, ils ont la fâcheuse habitude. Comme une insulte. Ben non, Jay, ça. ben non. Arrête. C'est pas ça que je disais. C'est trop facile. Bon. Ben non. Ce que je dis, c'est... On le sait pas, là. Moi, je connais rien là-dedans. Je te comprends, Benoît, je te comprends. C'est ça, mais c'est que l'instabilité, là, ça a la fâcheuse habitude d'amener de l'instabilité. Hein? Fait que c'est ça. Hey, Benoît, t'as compris pourquoi je finissais avec toi, parce qu'on va aussi poursuivre avec toi pour aller vers ton sujet. Toi Benoît, c'est ton point... Tout le temps pas pareil. Ben, en fait, ce qui retient ton attention en 2024, c'est un problème qui te semble plus chronique qu'autre chose. C'est ça. C'est que j'aurais pu nommer bien des choses plus précises, mais ce que j'ai réalisé pendant l'année 2024, c'est que j'ai l'impression que c'est l'État québécois a la désagréable habitude de donner des subventions à des multinationales alors qu'on ne sait pas trop où va le cash. Tu sais, c'est arrivé plein de fois. Là. Tu sais, on a eu Nordvolt, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est la CAQ qui a fait ça, mais c'est arrivé avant. Là, tu sais, Bombardier, il y a eu la C-Series de Bombardier avec les libéraux. Il y a eu la cimenterie de Port-Daniel avec le PQ. Tu sais. Quand vient le temps de donner l'argent du monde à des multinationales, ça va vite. Ça marche bien, il n'y a pas de problème. Quand vient le temps de renégocier les conventions collectives avec les ingénieurs, les infirmières, les enseignants, comme on a vu cette année, hein, je pense que c'est ça qui a un peu fait germer ma réflexion. Tu sais, là, c'est tout le temps compliqué. On nous parle de la capacité de payer, puis toutes ces Moses d'affaires-là, des sujets qui sont complètement occulté quand vient le temps de profiter de l'occasion puis de la conjoncture pour donner de l'argent à des multinationales, ça va vite. Oui, mais Benoît, ça va ruisseler. Oui, ben c'est ça, exact.
Et voilà. Ben oui. Si on donne beaucoup d'argent aux multinationales, tout des emplois payants. Cet investissement-là va Ben générer des emplois aussi payants qu'en Ontario. Farnell, est-ce que tu la vois, toi, l'avantage de donner de l'argent de façon massive aux multinationales? C'est un terme qui est facile, puis il y a plein de gens qui l'utilisent, mais je vais l'utiliser ici parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire quelque chose quand c'est vrai. C'est du néo-duplessisme, ce qui se passe. C'est un modèle économique qui est dépassé. C'est un modèle économique qui prédate la Révolution tranquille. C'est un modèle économique comme de quoi, si on fait juste se rendre assez attractif, si on est capable de montrer qu'on a toutes les ressources nécessaires pour les multinationales du monde, on va leur vendre nos ressources à rabais. Avant, c'était les minéraux puis le bois. Aujourd'hui, c'est l'hydroélectricité. Mais c'est la même chose. Que si on fait ça, puis on est capable de s'attirer quelques grosses méga corporations qui vont après ça engager tout le monde dans une région, tout le monde va nous aimer, puis tout va être correct, puis tout va bien aller, puis on va se récupérer des scènes sur chaque pièce, puis ça va être beau. C'est pas la réalité économique du Québec moderne. La réalité économique du Québec moderne, on est une économie de PME hyper performante dans des petites niches et chaque petite niche a besoin, on n'a pas besoin de subventions de 25 milliards par petite niche. On a besoin d'un gouvernement qui est flexible et qui est capable de reconnaître que tu as une PME. Moi, j'en connais une PME à Québec qui produit des batteries. C'est pas des batteries de char comme Northvolt, c'est des batteries de forklift. Elle s'appelle YouGoWork. C'est la meilleure au monde dans le monde extrêmement niché des batteries pour des chariots élévateurs d'usines qui lèvent surtout de la nourriture. C'est super niche, mais sont les meilleurs au monde. C'est pas une entreprise qui va créer 20 000 emplois dans une région, mais c'est une entreprise qui va peut-être en créer 25, 30 et qui va rentrer dans un écosystème d'autres PME après ça. C'est ça le modèle économique du Québec actuel, mais ça, c'est pas un modèle économique qui est super facile à mettre sur la une du Journal de Montréal avec un gros montant qui a 25 milliards à côté puis un ministre qui coupe un ruban. Je comprends que ça marche pas, mais la réalité économique, c'est ça. Et il faut que le gouvernement se rattrape et sorte de ces vieux modèles qui ne fonctionnent plus, qui sont plus à jour avec la réalité économique du Québec. Jérémy, est-ce qu'on est toujours maître chez nous? Ben là, c'est facile de donner tant longtemps que le Québec ne sera pas un pays. Non, on ne sera pas 100% maître chez nous. Mais pour revenir sur qu'est-ce que Farnell vient de dire, je suis d'accord dans l'idée que c'est un modèle économique qui ne convient pas nécessairement au Québec dans cette idée-là de « OK, on va attirer une grosse multinationale que même la Suède n'a pas voulu subventionner, puis là, nous, on le ferait tout à coup. » Mais moi, ce à quoi ça me fait penser tout ça, c'est, je sais pas, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez vu La Casa de Papel sur Netflix? Oui. Il y a quelques années. Oui, non? Oui, un peu, mais... Est-ce que vous vous souvenez, dans la saison 3, au début de la saison 3, le professeur réunit son équipe pour préparer le deuxième braquage. Et il est dans une espèce de souper à l'extérieur. Puis moi, il y a une phrase qu'il a dit qui m'a marqué. Je ne sais pas si dans quel épisode, j'aimerais vraiment se le dire. J'ai plus mon abonnement Netflix, désolé, j'ai pas pu vérifier. Il a dit que la vie, puis ça c'est vrai, je suis 100% d'accord avec ça, la vie, c'est toujours une question de qu'est-ce que tu es en mesure de perdre, qu'est-ce que tu es en mesure de gagner, qu'est-ce que la personne en avant de toi est en mesure de perdre, qu'est-ce qu'elle est en mesure de gagner. Puis ça, en politique, je suis convaincu que c'est très, très souvent ça. Quand tu as des entreprises étrangères qui viennent quêter des subventions, eux autres, ils étudient Pierre Fitzgibbon, le profil, qu'est-ce qu'il est en mesure de perdre, qu'est-ce qu'il est en mesure de gagner. Il étudie la CAQ en termes de conjoncture politique, économique, qu'est-ce qu'ils sont en mesure de perdre, qu'est-ce qu'ils sont en mesure de gagner. Puis il essaie de tirer profit de ça à 100% pour faire comme, ben nous, tu vois, chez nous, ça marche pas, mais peut-être que là-bas, ça pourrait fonctionner. Ils ont de l'électricité, un gouvernement peut-être en baisse d'un sondage, je sais pas trop. Okay, ouais. Peut-être profiter donc, de ça. il profiterait du contexte. Les multinationales étrangères pourraient même profiter du contexte politique pour justement aller chercher les trucs qu'ils ne sont pas capables d'avoir chez eux. Marie, tu sais-tu où par rapport à cette... Est-ce que tu la vois, toi aussi, cette manie-là que Benoît nous souligne? Ben oui, vraiment. Puis tu sais, moi, l'économie, c'est pas nécessairement mon champ d'expertise. Fait que je vais peut-être nous amener sur un angle un petit peu différent. Northvolt, c'est un projet qui était supposé être environnemental pour réduire l'empreinte carbone. Puis on a outrepassé tous les contrôles environnementaux qu'il y avait. Ben oui, il y a quand même une ironie. Ben, c'est ça, on se dépêcher. Puis exactement, tu sais, Benoît, là, le deal là, sur les Kings, là, le match des Kings, là,
Et le gars l'a appelé, ministre Girard, il a dit « Hey, gars, j'ai un deal, tu signes là, sinon ça passe, là. » L'épée, il s'est fait pogner, là. Quand on agit en précipitation de même, ben, ça fait pas nécessairement tout le temps des bons deals. Puis là, ben, on a outrepassé toute... excusez, là, j'ai peut-être dit un mot de trop, là. Je me rends compte à posteriori, là. C'est de non-parlementaire, mais c'est correct. Exactement, c'est non-parlementaire. Je plaide coupable. C'est le jour de l'an. Tu peux retirer tes propos. je retire le gars. Mais ouais, bref, en tout cas, je nous invite peut-être à un peu plus de pragmatisme, de froideur puis de recul lorsqu'il y a des contrats publics. Puis est-ce que, tu sais, comme le tramway, là, on perd de l'argent parce que ça tergiverse. Là, il y a d'autres projets où on fonce tête baissée puis on réfléchit pas. Y a-tu comme moyen de juste agir, avancer une fois qu'on a pris une décision, mais de réfléchir en amont? Je sais pas. C'est pas comme s'il n'y avait pas des projets qui avaient été réfléchis. Là. Il y a des projets qui avaient 48 mois qu'on réfléchit. Puis on finit jamais par agir. Ben? Une affaire qu'il y avait eu, là, là, ça va être les libéraux. Là, je vais avoir l'air de taper ces libéraux, mais là, c'est ça, les données qu'on a. C'est là les données qu'on a. C'est que c'est 1300 millions, là, l'affaire de Bombardier. Là. Mettons que tu prends 1300 PME, tu leur donnes 1 million chaque, tu dis, il faut que tu me fasses 3 jobs. Pensez-vous que ça aurait été mieux, moins? Je sais pas. Il me semble que juste un deal de même, là, ça aurait marché. Là. Ronnie, mot de la fin? Ouais, ben, il y a deux affaires. Premièrement, il y a Paul Wells, l'ancien chroniqueur, le columniste, pardon, de la presse, pas de la presse, pardon, de Maclean's, qui est maintenant indépendant, qui disait les gouvernements, puis il parle du gouvernement Trudeau, mais je pense que ça s'applique à beaucoup de gouvernements, ont tendance à penser que l'annonce, c'est le résultat. Dans le sens, tu annonces. C'est bon, hey, man. C'est bon. Mais c'est vraiment ça, parce que tu fais, tu sais, pour avoir moi-même fait des communications politiques, encore une fois, on fait une annonce et on dit, yes, on a fait ça, c'est bon. Mais comme, est où l'usine? Combien de jobs, ça va prendre combien de temps, tout ça. Ah, mais on a annoncé tant de milliards, ça va être vraiment le fun, vous allez voir. OK, mais genre, ouais, on a annoncé tant de milliards. C'est vraiment ça. Puis la deuxième affaire, c'est quand j'ai vu François Legault arriver à Notre-Dame pour la réouverture, qui rencontre Elon Musk, je me demande quasiment, est-ce qu'il a dit, hey, j'aurais une usine de batterie à te vendre vraiment pas cher? Là, c'est un mime. Oui, mais c'est ça. Mais c'est un mime. Mais pour on regarde les mêmes mimes. Ça me surprendrait même pas qu'il y ait eu cette discussion-là du genre, hey, on a une usine de batterie, ça te tente-tu de venir faire de quoi pour Tesla? Mais parce que pour eux, c'est vraiment ça, c'est que l'annonce est considérée comme un résultat par les gouvernements. On fait juste vous dire, puis ça, c'est une affaire aussi, les gouvernements parlent à la population en disant, on a investi tant de millions, tant de milliards, tant de millions, tant de milliards, tant de millions, tant de milliards. Il faut qu'on arrête de parler aux gens comme ça. Les gens, le Canadien moyen, le Québécois moyen, tu lui dis, on a investi 10 millions dans la santé mentale. Ça veut rien dire pour lui. Combien tu as rajouté de psychologues? Combien tu as rajouté de ressources? 1 million, ça aide combien de gens? 2 millions, ça aide combien de gens? C'est vraiment comme ça qu'il faut commencer à parler aux gens, parce que c'est comme ça que les gens vont être rassurés qu'on dépense le fonds public de façon intelligente. Dis-moi ce que tu as fait, puis après ça, tu me diras combien ça coûte. Non, c'est ça. Parce que tu sais, par exemple, juste le congé de TPS, tu sais, oui, on vit là-dedans en ce moment, mais qui d'entre vous a passé ses fêtes en se disant heureusement qu'on avait le congé de TPS? Denis? Ben oui. Moi, j'attendais ça. C'est clair. Là. J'attendais ça pour acheter mon champagne, d'ailleurs. Puis mon caviar. Inflation. Puis mon caviar aussi. Ouais. Non, mais tu sais, pour une facture de Costco de genre 230 $, qui est comme, mettons, ma mère va au Costco 2 semaines, puis elle me dit que ça coûte à peu près ça, elle sauve genre 4 $. Tu sais, c'est comme. C'est des fausses mesures, puis c'est super inflationniste en plus. C'est genre, de donner des chèques en 2024. Ça, c'est une autre mesure qui est basée sur le principe de les Canadiens veulent. On sait que les Canadiens veulent. On sait que les Canadiens ont besoin. Il y en a eu quelques drôles de moves, Justin, hein, en fin d'année de même. Il y a son... C'est un gouvernement en fin de régime. Puis j'espère qu'on ne verra pas de la CAQ ce même genre de choses-là dans la prochaine année. Parce que... Bon, on les a déjà vus, là, envoyer des chèques, c'est pas nouveau pour la CAQ. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont oser le refaire? Je sais pas. Mais c'est leur style. Est-ce qu'on parie? Qui parie? Qui parie sur les chèques de la CAQ en 2024? Il y a déjà eu l'année. Dans ma régie. Est-ce qu'ils vont le refaire? Ouais, exactement. Bon, ben, OK. Écoutez, ce que je vais faire un cadeau à tous avant de nous quitter pour le réveillon qui s'en vient, le réveillon de la nouvelle année d'ici une journée ou deux. Je vais vous montrer longuement Snoopy en train de dormir pour apaiser tout le monde parce qu'on a
On a couvert des sujets qui fâchent. Il y a Jérémy qui veut pas s'en aller. Il fait des non. Qu'est-ce qui se passe, Jérémy? On t'écoute. Non, ben, là, on me voyait pas faire les non. Non, moi, je te voyais. Oui. Ouais, parfait. Mais c'est un message pour toi. Moi, je voulais faire mon petit mot de la fin avant, parce que là, j'avais l'impression que tu allais nous couper la parole, mais j'avais un mot de la fin. Fini. Après ça, je coupe. J'aimerais ça terminer rapidement avec deux choses. Moi, tantôt, quand j'ai parlé du fait que la CAQ s'aplombait au profit du PQ, je n'ai pas dit, contrairement à peut-être ce que vous pensez, que ça pouvait pas s'inverser. Évidemment, c'est une tendance qui peut s'inverser, puis ça va être super intéressant à suivre. Moi, je pense qu'on va parler d'indépendance de plus en plus dans les prochaines années, dans les prochains mois, jusqu'en 2026. Ça va être super intéressant. Ceci étant dit, est-ce que vous êtes pas sans savoir que la dernière fois qu'un gouvernement a gagné 3 fois consécutives, c'est avec Jean Charest, 2003, 2007, 2008. Et que la fois d'avant, uniquement où ça s'était produit au Québec, c'est en 1944 avec l'Union nationale. C'est très, très rare au Québec qu'on observe qu'un gouvernement va chercher un 3e mandat. Ceci étant qui plus est, c'est ça que je voulais dire, l'insatisfaction de la CAQ est très élevée dans les sondages. Oui, ça peut changer. Oui, j'en suis conscient, mais ça va être très intéressant à suivre parce qu'un 3e mandat consécutif au Québec, c'est très, très rare. C'est le mot de la fin et je peux drop le mic comme ça. OK. Jérémy il est venu hijacker le mot de la fin. Ben, merci beaucoup, tout le monde. Ça va malheureusement être, ou heureusement, dépendamment de comment vous avez vécu la chose, être le vrai mot de la fin. Marie, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente année 2025. On est rendu là, crois-le ou pas. Oui, ben bonne année à toi aussi, Denis. Ben, et à tout le monde, en fait. Bonne année à tout le monde, ben oui. Benoît, merci beaucoup de t'être joint à nous comme ça. On se souhaite plein d'émissions comme ça. Hein? Des émissions! On aime ça, on suit nos programmes. Des engagés publics. C'est le fun, les engagés publics. C'est à TV. Farnell, ben, tu veux te souhaiter? T'as-tu un souhait à faire? Merci beaucoup. Bonne année à tout le monde. Benoît, c'est le Grinch du jour de l'an. As-tu de quoi souhaiter à quelqu'un? Non. Je veux rien savoir. Farnell, moi, je vais dire, peu importe quand vous écoutez ceci, je vous donne un devoir. Envoyez un message, que ce soit un texto, peu importe, à un ami, un vieil ami que vous n'avez pas parlé en 2024, juste pour dire que vous pensez de lui. Merveilleux, excellente idée. Ronnie, on se met dans ton tour. Fais-nous ton petit, un petit mot à nous dire comme ça, comme en fin d'année. Donnez votre 250$ que Trudeau va vous donner à une cause qui vous tient à cœur, dont l'aide humanitaire en Syrie, si jamais ça vous tente, ça serait une bonne idée. Et de toi, Jérémy, ben, tu hijack la parole. J'ai plus besoin de te la donner. T'as-tu de quoi ajouter? Alors, repars pas pour 2 heures. Là. Non, le premier, tu peux me timer 10 secondes. Moi, je dirais que la vie, en général, est subjectivement pas si belle que ça, mais objectivement très, très belle. Ça, je pense qu'on doit se le rappeler. La vie reste tout de même très, très belle. Bon, ben, on va méditer là-dessus. C'est Denis Martel qui est au micro. Merci tout le monde d'avoir été présent. On se promet encore des épisodes comme ça au courant de l'année 2025. Puis vous, à la maison, ben, restez à l'écoute. Hein. Vous le savez comment ça marche. Si vous en manquez, si vous êtes déçus qu'on s'en aille déjà, ben, vous avez à peu près 500 épisodes à aller écouter sur YouTube. Fait que tapez-vous tout ça en binge-watching pendant le temps des fêtes. Comme ça, ben, vous allez être bien brainwashé quand vous allez revenir en 2025. Merci tout le monde. Puis on se retrouve pour la suite à travers les différentes plateformes. Allez donc vous abonner sur YouTube. Là. On est rendu à près de 4000 abonnés sur YouTube. Les engagés publics sont en train d'exploser. Ben, continuez à nous faire exploser. Merci, puis bonne année, puis prochaine. On se revoit pour un prochain épisode. Puis on finit ça avec Snoopy.